Barak à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, puisque c'est vendredi, on souhaite qu'Allah nous illumine tout au long de cette journée, qu'Allah nous guide et nous accompagne à traverser justement ces périodes de fête de fin d'année en toute quiétude. Et on vous invite à la prudence, surtout en circulation. On va parler de prudence en ce qui concerne l'arrêt et le stationnement également à travers la chronique sécurité routière aujourd'hui. Ça sera tout à l'heure. On parlera aussi dans la rubrique invité du jour d'éducation, donc d'école d'excellence et autres avec le directeur de ce détachement-là. Il sera là pour nous parler notamment de sa structure. Plus tard également, on va parler d'autres activités à venir, notamment la nuit de la gloire donc du hip-hop ou des gloires du hip-hop organisée par l'animateur présentateur Koulka. Il sera là, c'est un de nos invités qui sera là également pour partager avec nous ces informations. En passant, vous aurez également l'information à travers la revue de presse. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de ce vendredi. Merci de votre fidélité. On va partir tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte de On y va. Et bien sûr, nous partons à la découverte notamment donc du mémorial Thomas Sankara à travers la rubrique à la découverte de. Donc, on va poursuivre et terminer avec les témoignages que nous avons à vous proposer pour cette semaine. Le mémorial Thomas Sankara, c'est sur un site de 4 hectares pour commencer, extensible sur 14 hectares, pour aménager une infrastructure. Il y aura une tour, il y aura des statues, parce qu'on a juste une première statue qui est de Sankara qui est là, mais d'autres statues qui sont prévues. Il y aura donc un musée, il y aura un mausolée pour les corps des victimes qui sont tombées le 15 octobre 1987. Il y aura donc une bibliothèque, il y aura un parc, il y aura de nombreuses infrastructures qui retracent les grands chantiers qui ont prévalu sous la Révolution. Souvent les gens réduisent le mémorial à juste la statue. Je crois que c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle mémorial. Mémorial Thomas Sankara, c'est toute une infrastructure sociale, historique, qui va permettre aux gens de se ressourcer sur la Révolution, sur Sankara, et également de tracer les autoroutes de l'avenir. Pour l'instant, on n'a pas l'estimation de l'ensemble de l'infrastructure qui est prévue sur le site du mémorial Thomas Sankara. On a juste une maquette qui n'est pas encore dévoilée au grand public. Et nous allons faire dans les prochains mois l'évaluation, l'étude de chiffrer pour donner au public combien ce projet-là va coûter. Les gens ont donné des chiffres au hasard sans jamais être dans une fondation. Nous donnons des informations quand nous avons la crédibilité. Parce que ce projet ne peut pas se mener sans une certaine confiance et une transparence à tous les états. Parce qu'on sait que c'est un des rares projets qui est suivi à la loupe, qui est suivi comme de l'huile sur le feu par tout le public burkinabé d'abord, mais surtout africain. Parce que tous les jeunes de l'Afrique ont dit ça, pour une fois c'est notre euro, on doit pouvoir contribuer. Non seulement nous-mêmes, nous avons demandé aux gens de contribuer avec 100 francs, 200 francs, même plus que ça. Pourquoi on a demandé ça? Parce que plus vous contribuez vous-même à construire une infrastructure, un monument, plus vous êtes tenu de regarder quelle est la qualité de ce monument. D'où la polémique sur la statue. Sauf que sur la statue qui a été posée, ce n'est pas une commande du comité mémorial Thomas Sankara. C'est une commande qui était prévue par le ministère de la Culture, qui nous a été donnée en cadeau pour occuper l'espace. Donc c'est ce que nous avons fait. Il y a eu des imperfections, on a essayé de corriger, on a eu une statue provisoire qui est là. Pour nous, on est satisfait aujourd'hui parce qu'au moins on occupe le lieu. Et on a aujourd'hui en moyenne 1000 à 1500 personnes qui visitent le site actuellement. Il y a de l'engouement. Ça veut dire qu'il fallait un site comme ça parce qu'il n'y a plus d'autres sites aujourd'hui qui représentent, qui matérialisent Sankara. À part les infrastructures qu'il a laissées, le stade du 4 août, Rodoko, quelques infrastructures qu'il a laissées à Ouagadougou et dans d'autres dans les provinces, on ne voit pas les traces de la révolution. Donc, il y avait Dagnouin où il était posé, donc le cimetière, les visiteurs venaient. On pense qu'avec la statue qui est posée, on est en train de créer un autre pôle touristique potentiel pour la ville de Ouagadougou. Le projet du mémorial sera financé par probablement 3 gros acteurs. L'État va donner des financements. L'État de Burkina est engagé dans le projet du mémorial Thomas Sankara. Il y aura également les amis du Burkina. C'est-à-dire que c'est des représentations d'État.
et il y aura la population. Donc c'est pour ça que je parle de plusieurs entités qui peuvent contribuer à financer ce projet-là. Il n'y a pas que seulement l'État qui va construire. Ce qui fait la différence avec d'autres projets de mémoriaux qui ont été construits ailleurs, comme au Ghana, le mémorial Nkrumah, comme au Mali à côté avec le mémorial Modibo Keïta, qui a été exclusivement exécuté par l'État du Burkina. Nous avons voulu prendre une idée de Sankara qu'il avait développée sous la Révolution, qui s'appelle l'EPI, l'effort populaire d'investissement. À ce moment, la population cotisait pour construire un centre de santé, pour acheter une ambulance, pour construire une école. Et quand ils cotisaient pour le faire, évidemment, ça veut dire qu'ils étaient aussi les gardiens pour que ça se fasse bien. Et c'était aussi les gardiens pour que le contrôle qualité soit là, pour que l'entretien soit là. Donc c'est tous ces éléments-là que nous voulons mettre ensemble en s'inspirant de l'idée de Sankara pour construire son propre mémorial. L'effort populaire d'investissement, c'est la quote-part des populations pour construire le mémorial Thomas Sankara. Avec le contexte, les gens vont dire que ça coûte cher, c'est du gaspillage d'argent. Non, nous ne pensons pas à cela. Nous pensons que plutôt ce projet mémorial va générer d'autres recettes pour aider d'autres secteurs à se développer. Le projet mémorial, quand il sera fini et qu'il y aura une fondation ou une structure de gestion des recettes de ce projet, ça va générer à construire des hôpitaux, ça va générer pour construire des écoles, ça va générer pour appuyer l'université qui est juste à côté en termes d'infrastructure. Donc évidemment, il ne faut pas que les gens voient juste tout de suite la perte de... Et la vie n'est pas que la nourriture, la vie n'est pas que le matériel. Là, nous sommes en train de faire quelque chose qui va nourrir aussi l'esprit. Et Sankara aimait dire ça. Donc, oser inventer l'avenir. Et c'est l'esprit qui invente. Et évidemment, nous sommes conscients que tout le monde ne peut pas adhérer à cela parce qu'en se disant que oui, c'est une œuvre architecturale, c'est une œuvre de plaisir. Non, c'est une œuvre de construction de l'histoire de l'homme. Je fais partie des gens qui ont marché au Sénégal contre la statue de la Renaissance au Sénégal. J'étais là-bas, j'ai fait 6 ans. J'ai marché avec les Didier Awadi et d'autres acteurs au Sénégal. J'étais contre. Mais là, Ouad a forcé et la statue de la Renaissance est sortie à Dakar. Aujourd'hui, c'est le premier site touristique de tous les visiteurs qui arrivent au Sénégal. Moi-même qui était contre, je suis allé faire une projection de mon film là-bas. J'ai assisté à des concerts là-bas. C'est ça comme ça la vie. Donc ça veut dire que j'ai évolué dans mon approche vis-à-vis de la statue de la Renaissance. J'étais contre au départ, Ouad a forcé la fesse à la statue, mais nous tous nous y allons. Et quand il faisait ça, il n'y avait pas d'électricité à Dakar. Il y avait des manifestations tout le temps à Dakar. Quand il faisait ça, il n'y avait pas assez à manger, il y avait des inondations à Dakar. Pour dire que ce n'est pas toujours opportun, mais pour ceux qui sont visionnaires, on force pour faire les choses parce que demain, ça va porter des fruits. Donc c'est sur cette logique-là que nous sommes et nous pensons que ça peut aller. Oui, il faut dire que cet espace est l'espace où sera recueillie l'œuvre architecturale du mémorial Thomas Sankara. Et donc, c'est un espace touristique, il faut dire, pour faire valoriser et vivifier la mémoire de Thomas Sankara. Et sur cet espace, nous avons déjà marqué le terrain en faisant en sorte que l'espace soit consacré totalement au mémorial Thomas Sankara par la statue qui a été érigée et inaugurée pour la 2e fois la semaine surpassée. Et donc là, le site est ouvert au public et tout le monde peut passer, visiter, prendre des photos. Et c'est surtout pour familiariser l'esprit des gens à la fréquentabilité du site et de cet espace que vous savez qu'il était très emprunté et très craint du grand public. Mais aujourd'hui, c'est un espace fréquentable et nous avons des gens de tous les horizons qui viennent depuis qu'il a été ouvert. Nous avons tous les publics, nous avons les personnes du 3e âge, nous avons des personnes jeunes comme moi de ma génération, nous avons les enfants, nous avons les familles, nous avons aussi des anecdotes très importantes où on se retrouve avec par exemple des familles, un ladji qui prend toutes ces 3 femmes dans un tricycle qui vient et qui visite. On a des familles qui viennent avec toute leur famille habillées en t-shirt Thomas Sankara et qui viennent, qui prennent. Et nous avons fait 2 sondages la semaine dernière. Le premier sondage, c'était de vérifier la fréquentabilité du site en semaine pleine. Et nous avons en 3 heures 2 fois 250 et 230 personnes qui le fréquentent dans un intervalle de 3 heures de temps.
quand nous faisons cette évaluation. Nous l'avons faite lundi, nous l'avons faite mercredi, nous l'avons faite vendredi. Et maintenant, pour évaluer la densité des personnes qui viennent les week-ends, nous l'avons fait 3 semaines successives. Nous avons entre 1200, 1050 et 1030 personnes qui le fréquentent. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez révélateur et d'assez prémonitoire par rapport au fait que ce site va être le plus grand catalyseur des visites et le point de chute de tous les voyageurs qui viendront au Burkina. Et d'ailleurs, on a des gens qui viennent des provinces et il ne se passe personne qui vient de province, qui viennent de Bobo-Dioulasso, qui viennent de Gawa et qui ne passent pas ici. Et presque tous ces visiteurs que vous voyez là, si on demande tout de suite à quelqu'un d'où il vient, vous verrez que c'est quelqu'un qui vient soit de Yako ou quelqu'un qui vient de Koudougou. Et tout à l'heure, il y en avait. Et c'est aussi l'occasion pour nous et pour le comité international de dire que la statue n'est pas le mémorial, mais le mémorial c'est une œuvre architecturale plus importante dans laquelle la statue, de laquelle fait partie la statue qui ne constitue que 0,1% de l'importance de l'infrastructure qui est attendue parce qu'il s'agit d'une tour Sankara de 87 mètres, très géante, très imposante qui va bouleverser la configuration de la ville de Ouagadougou et c'est une tour qui va révolutionner tous les projets immobiliers parce que c'est le plus géant que le Burkina Faso va accueillir après son indépendance, sinon depuis son existence. Et l'Office international du tourisme a notifié au mémorial Thomas Sankara que c'est le site le plus imposant en termes d'ambition pour la sous-région et partant même de l'Afrique en termes de projet de mémorial. Merci à vous de votre attention. À présent, nous allons découvrir ce que nous réserve l'actualité aujourd'hui à travers la revue de presse. Et pour aujourd'hui, nous sommes avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Smaïl Arabo. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, merci. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. On commence avec l'Express du Faso. C'est ça. Qui nous vient tout droit de Bobo-Dioulasso, incendie du domicile des chefs de canton de Solenzo, les accusés à la barre du tribunal correctionnel depuis hier. Dans la rubrique Autant le dit, les petits plats, les petits pavés, la réconciliation nationale. Schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga, concertation nationale en vue de valider le rapport d'évaluation. Dans vrai ou faux, les agents de renseignement français ont été libérés. Actu commentaire, la paix et le développement passent également par la justice. À la une de l'Express du Faso, on retient toujours Chambre de commerce et d'industrie. Les réformes emportent les organes consulaires. Les meilleurs étalons pour affronter la Côte d'Ivoire dans éliminatoire CHAN 2024. L'observateur Palga à présent, relation Burkina-France, un grand choukran à Mohamed VI, cet allié, dans une lettre pour l'AI à la page 6. Forces armées nationales, le général Moussa Diallo, nommé CMGA, entendez, chef d'état-major général des armées, c'est aussi dans une lettre pour l'AI. Dans une lettre pour l'AI, on lit l'amnistie et la grâce amnistiante, c'est quoi? Point d'interrogation. Et en balançant sa liste noire. Quand les Peuls prêtent un archevêque au bobo, fermeture de boulangerie à Benorme, ne mange pas de ce pain-là. Reconquête du territoire, accueil triomphal du Bir 10 à Dédougou. On passe au journal Le Pays, saisi record d'or par les douanes burkinabé à Bitou. 3 individus interpellés avec 28,6 kg d'or d'une valeur estimée à environ 1,430 milliard de francs CFA. Opérationnalisation de la monnaie unique de la CEDEAO, les modalités pratiques adoptées. On retient aussi à la une de Le Pays, Forces armées nationales, le général Moussa Diallo nommé chef d'état-major. Coopération Burkina Faso, RCA, le président Touadéra à Ouagadougou. Nation, la police aux trousses de Alizeta Gando, l'incharge du chef de canton de Solenzo, 26 prévenus comparaissent à la barre à Bobo-Dioulasso. Retransmission des matchs du championnat national de football, la FBF et la RTV partagent la même vision. Actu foot, Actu sport, Cannes 2025, les chapeaux du tirage au sort confirmés. Terminons avec aujourd'hui au Faso, Burkina Faso, RCA, l'archange chez IB. Géopolitiquement, ça roule. On lit aussi 4 Français de la DGSE libérés grâce au roi Mohamed VI, petit dégel, accès Ouaga Paris via Rabat.
coopération bilatérale, l'envoyé spécial de la Suisse pour le Sahel chez le chef de la diplomatie burkinabé. Dans News du VSD, on retient le général de brigade Moussa Diallo, nouveau chef d'état-major général. 26 est prévenu à la barre du TGI de Dédougou pour Solenzo. La norme ferme, 10 boulangeries non conformes. Retour sur les obsèques de Gomis Naba. Hommage aux 3 douaniers tués. Mamadou Dambélé, nommé directeur de la primature. Tout ça, ça lie dans les news du VSD. Puis coopération, 5 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président du FASO. Merci bien, Elage. On débute bien sûr la phase commentaire par la libération des 4 citoyens français accusés d'espionnage grâce au roi Mohamed VI du Maroc. C'est ce qui se dit. Les autorités burkinabées n'ont pas communiqué là-dessus. C'est plutôt pour commencer la presse française avant que la presse burkinabé n'en parle. Ça veut dire que ce sont les premiers concernés eux-mêmes qui en parlent. Ça avait été le cas il y a 1 an quand 3 citoyens français ont été pris. Ils étaient, selon officiellement la France, à l'ambassade de France à Ouagadougou pour des activités d'expertise informatique. Du moins, c'est ce qui a été dit et c'est ce que dit en fait leur profil d'informaticien. Mais en réalité, selon les autorités burkinabées, qui n'ont pas voulu non plus beaucoup communiquer là-dessus, il s'agit d'espions français qui étaient venus plutôt pour autre chose, voyez-vous. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils avaient été pris courant décembre 2023 et gardés pendant pratiquement 1 année. Entre-temps, un 4e s'est invité, lui aussi présenté comme un espion, mais comme un diplomate français qui était là pour des activités régulières, s'est ajouté et puis c'est passé à 4. Finalement, il nous revient que c'est le roi Mohamed VI du Maroc. Le Maroc qui a plutôt de bonnes relations, en tout cas ces dernières années, ces derniers mois particulièrement avec la France, au regard de la tension entre l'Algérie et le Maroc. On a vu que ces derniers mois-là, Emmanuel Macron a pris sur lui la responsabilité de plutôt soutenir le Maroc dans l'affaire du Sahara occidental. Donc ça a rapproché davantage la France et le Maroc. Et on a vu le président français il y a quelques semaines à Rabat, en visite officielle. Est-ce que c'est là que ces choses ont été discutées? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que c'est le roi Mohamed VI qui est intervenu auprès du président Ibrahim Traoré pour obtenir la libération de ces 4 citoyens français-là, des diplomates, des informaticiens, ce que vous voulez, selon la France, mais des espions tout faits selon le Burkina Faso. Je crois que c'était une première, que ça arrivait, que des citoyens français soient arrêtés, gardés aussi longtemps dans un pays africain, qui n'avaient pas peur d'être inquiétés outre mesure. Par le passé, on voyait des présidents français prendre leurs avions, se rendre dans le pays africain concerné, prendre leurs compatriotes et puis repartir à Paris comme Nicolas Sarkozy l'avait fait sous Idriss Déby au Tchad dans l'affaire Lâche des Zoé quand des Français étaient allés voler des enfants au Tchad. Aujourd'hui, ça ne peut plus se faire et c'est la preuve davantage que la souveraineté et l'indépendance réelle du Burkina Faso sont en marche et que nous demandons à être respectés de la même façon que les autres aiment être respectés. Et puis ça rappelle ce dont nous avons parlé il y a à peine quelques semaines aussi, les militaires ivoiriens qui avaient été retenus ici, les gendarmes ivoiriens qui avaient été retenus ici pendant pratiquement aussi, eux aussi, 1 an avant d'être libérés, là grâce aux bons offices de Faure Gnassingbé, le président togolais. Alors, deuxième sujet, vers une grâce présidentielle, ou l'amnistie, on va dire, oui, pour les acteurs du coup d'État avorté de 2015. C'est ce que le compte rendu du Conseil des ministres d'hier dit, et de mercredi dit. En fait, il ressort que parce qu'ils ont manifesté leur patriotisme, parce qu'ils semblent bien collaborer dans le cadre des activités de reconquête du territoire, des acteurs qui ont participé activement au coup d'État avorté des 16 et 17, je crois que le compte rendu du Conseil des ministres a dit 15 et 16, non,
c'est 16 et 17. Le président Michel Kafando et le premier ministre Yacouba Isaac Zida ont été kidnappés le 16 en conseil des ministres, un mercredi, et le 17, le CN2 du général Gilbert Gingéré a fait sa proclamation à la RTB le 17 au matin à travers la voix de Mamadou Bamba. Donc, sur ça, il n'y a pas de doute, c'est 16 et 17. Donc, le coup d'État a voté du 16 et 17. Il se dit que les acteurs là ont fait preuve d'engagement patriotique, de collaboration et même manifesteraient leur intérêt à participer à la reconquête du territoire national. Et pour cette raison, ils pourraient bénéficier de grâce et d'amnistie. Bon, c'est deux choses différentes. La grâce, ça veut dire que vous faites la prison et puis le président, par exemple, ça manifeste sa magnanimité à l'occasion de la fête de l'indépendance, à l'occasion de la nouvelle année, voilà, peut vous gracier. En ce moment, ça ressort bien entendu dans votre casier judiciaire, mais ça veut dire que vous bénéficiez de liberté ou bien vous bénéficiez de réduction de peine. Voilà. Mais l'amnistie, ça veut dire qu'on efface, voilà, la peine en fait. Voilà. On efface et on efface aussi de votre casier judiciaire, c'est ça. Mais il se trouve que le Conseil des ministres a adopté un projet de loi qui va donc probablement être présenté à l'Assemblée, qui va voir s'il y a lieu de l'adopter et de faire en sorte que ces compatriotes-là puissent bénéficier de grâce et d'amnistie. On ne sait pas un peu comment la part des choses va être faite. On saura davantage après. Mais tel que les choses se présentent, peut-être il faut séparer leur leader, le général Gilbert Gingéré, et puis les autres. Un journal hier citait déjà même le général Gilbert Gingéré. Il peut en bénéficier, mais je pense que ça ne va pas lui servir. Puisque lui, il est condamné dans d'autres affaires qui ne sont pas prises en compte dans la loi, le projet de loi d'amnistie et de grâce. Par exemple, l'affaire d'Abou Boukari, où il a pris 20 ans. Par exemple, l'affaire Thomas Sankara, où il a pris une peine à perpétuité. Donc, même s'il bénéficie de grâce ou d'amnistie dans le cadre de l'affaire du coup d'État, bon, il ne pourra pas être libéré aussitôt. En tout cas, sauf si d'autres conditions sont créées. Donc, il faut séparer le cas de leur leader, général Gilbert Gingéré, qui pourrait en bénéficier sans que ça lui serve à grand-chose, et puis les autres. Les autres, il y a des civils et puis il y a des militaires. Mais je crois que le Conseil des ministres fait plutôt allusion aux acteurs militaires de l'ancien régiment de sécurité présidentielle qui assurait la sécurité de Blaise Compaoré en son temps. Voilà. Et il nous est revenu que c'est des gens qui se comportent plutôt bien à la Mako. Puisque pour la plupart, ils y sont parce que je crois qu'ils ont perdu leur statut de militaire pour diverses raisons. Ils se comporteraient bien et puis ils auraient même, selon certaines indiscrétions, aidé à prendre le dessus sur les terroristes. Ils ont partagé des secrets. Peut-être, c'est ce qui se dit. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Bon, on sait peut-être pourquoi, par patriotisme, c'est ce que le compte rendu du Conseil des ministres dit. Mais comment, bon, peut-être que par le passé, quand ils étaient encore sur le terrain, ils avaient assez d'éléments par leur expérience pour aider aujourd'hui à gérer ce qu'il y a à faire sur le terrain. Donc pour toutes ces raisons-là, et pour leur bon comportement et pour leur engagement patriotique, et même, c'est ce que le compte rendu du Conseil des ministres ajoute, leur intérêt à participer à la reconquête du territoire, ça veut dire qu'ils seraient prêts à aller sur le terrain, même si pour la plupart ils sont d'un certain âge. Le gouvernement veut qu'ils soient ou graciés ou amnistiés. On verra bien dans les semaines à venir. D'accord. Parlons maintenant de la visite du président centrafricain à Ouagadougou. Faustin Archange Touadéra, le prof de maths, c'est un prof d'université de mathématiques qui s'est retrouvé au pouvoir à Bangui, qui est un pays pour le moins instable, la Centrafrique, et qui s'est retrouvé être, après je vais dire quoi, des gesticulations malheureuses de la France, c'était sous le président François Hollande, obligé de collaborer avec la Russie. Voilà. Et après, on a eu plutôt beaucoup d'éléments sur pourquoi le professeur Faustin Archange Touadéra s'est retourné vers Poutine et a tourné le dos à François Hollande et à Emmanuel Macron. Parce qu'il y avait une opération française là-bas, l'opération Sangaris, qui aidait au moins à protéger la capitale, même si le reste du pays est infesté de rébellion et de banditisme.
Sangaris aidait au moins à protéger le président, les institutions, voyez-vous, pour que le pays paraisse un peu stable. Et puis, François Hollande a décidé de mettre fin à Sangaris sans prendre langue avec son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Tout de suite, il a commencé à chercher des solutions. Et puis, il s'est retourné vers la Russie. Ça a plutôt bien marché parce que la Russie a déployé des hommes là-bas. Après, on a entendu que c'est Wagner. Soit, encore que Wagner, rien ne nous dit que ce n'est pas des mercenaires comme les États-Unis en ont, comme la France en a, comme d'autres pays en ont. On diabolise chaque fois Wagner, etc., même si ça n'existe plus. Bref, ce n'est pas le sujet. Faustin Archange Touadéra s'est retourné vers la Russie et a obtenu une certaine stabilité pour son pays. La preuve, c'est qu'il s'est fait réélire après. Et puis, peut-être que ça a inspiré le Mali, après le Burkina, aujourd'hui le Niger, et puis peut-être aussi le Tchad, pourquoi pas. Et puis on n'en sait rien, parce que le Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, doit aussi aller à Moscou, en janvier, je crois, ou en tout cas début 2025. Donc ça veut dire que c'est la Centrafrique qui a ouvert les portes de Moscou à beaucoup de pays africains. Maintenant, après, il s'est réconcilié aussi avec le président français Emmanuel Macron. Il a fait 2 visites là-bas, tout ça sème le doute. Mais s'il vient rencontrer le président Ibrahim Traoré, ça veut dire qu'ils ont des choses intéressantes à se dire. Peut-être à propos de la collaboration avec la Fédération de Russie, mais pas seulement. Peut-être aussi dans le cadre de nos relations. Et puis, n'oubliez pas, il y a de plus en plus de nos compatriotes qui s'y retrouvent. Vous avez entendu quand il y a eu l'affaire de complot, il y a des compatriotes qui sont en Centrafrique, qui auraient participé, mais il y en a qui ne sont pas cités du tout dans le complot, qui sont en Centrafrique, qui sont des acteurs politiques bien connus de la scène politique burkinabé, qui se sont retrouvés en Centrafrique parce que, bon, ici, ça paraît un peu plus difficile. Alors, on termine vite avec le nom quand même du nouveau chef d'État-major. Ah oui, c'est le général Moussa Diallo, ça veut dire que... Fait général récemment. Oui, il y a à peine 3 jours. Ça veut dire que le président Ibrahim Traoré a choisi d'échanger dans la douceur. Il n'a pas voulu brusquer les choses. C'était le CMGA adjoint. Il était l'adjoint du général Célestin Simporé, donc il connaît bien les dossiers. Il est également commandant des BI, les brigades d'intervention rapide. Donc le général Moussa Diallo, c'est la personne la plus proche du poste qui a été confirmé en fait. C'est sûr que le général assurait déjà l'intérim de son chef, qui est devenu ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense, et donc il est confirmé dans ses charges de CMGA. C'est des défis pour lui. Il doit nous ramener la sécurité et la paix, et on lui souhaite bonne chance. Merci bien. On découvre à présent les couleurs du temps à travers la météo. Aujourd'hui, nous recevons comme invité M. Gaston Yimier. Il est inspecteur de l'enseignement secondaire et directeur du développement des établissements d'excellence et de la promotion des parcours spécifiques. M. Yimier, bonjour. Bonjour. Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avec vous aujourd'hui, on va plus faire connaissance des lycées d'excellence et donc des parcours spécifiques. Alors, vous, comme je le disais, vous êtes inspecteur donc, de l'enseignement secondaire et aujourd'hui directeur du développement. Commençons par la présentation même de votre direction. Qu'est-ce que justement la direction du développement des établissements d'excellence et parcours spécifiques? Disons que la direction du développement des établissements d'excellence et de la promotion des parcours spécifiques est une mutation du secrétariat technique du développement des établissements publics d'excellence. Et cette mutation est intervenue à la faveur du dernier réaménagement institutionnel qui est intervenu dans notre pays et qui a abouti à la création donc, du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Alors, cette direction a en charge les établissements publics d'excellence, comme son nom l'indique, qui se constituent de 3 catégories principalement. Okay. La première catégorie, qui est la plus connue, c'est les lycées scientifiques. Et nous en avons 2 types, les lycées scientifiques nationaux et les lycées scientifiques régionaux. Au total, on en a 15. Et la deuxième catégorie des établissements publics d'excellence, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles que nous co-gérons avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Okay. C'est la suite logique des lycées scientifiques. Et l'ambition, en fait, c'est de préparer les apprenants à une carrière d'ingénieur.
Et la troisième catégorie des établissements publics d'excellence, c'est les centres de préparation des professeurs à l'agrégation. Pour pouvoir enseigner dans les lycées scientifiques et dans les classes préparatoires aux grandes écoles, il nous faut une catégorie précise donc d'enseignants, et c'est les professeurs agrégés. Et donc les centres de préparation à l'agrégation de l'enseignement secondaire sont destinés à préparer ces enseignants-là. Donc voici un peu les trois catégories des établissements d'excellence. Donc c'est trois, vous avez parlé de quatre, non? Non, j'ai dit trois. Trois catégories. Voilà. Donc pour ces lycées d'excellence et la promotion aussi des parcours spécifiques, comme vous le dites, c'est quoi en fait les objectifs et les missions aussi de votre direction? Vous savez, depuis quelques années, on s'est rendu compte que le développement des pays est reposé essentiellement sur le développement des sciences. Lorsque vous faites la comparaison avec les pays de l'Asie, notamment la Chine, l'Inde et autres, vous voyez que leur essor économique s'est essentiellement appuyé sur la valorisation du capital humain à travers le développement des sciences. Donc l'idée un peu, c'est de pouvoir fournir aussi à notre pays une masse critique de cadres bien formés dans le domaine des sciences, des mathématiques et autres, pour pouvoir supporter et booster en fait le développement de notre pays. Et donc, il fallait commencer par mettre d'abord en place le vivier, c'est-à-dire à travers les lycées scientifiques, et ensuite préparer encore les meilleurs triés parmi les sortants des lycées scientifiques pour la carrière vraiment des ingénieurs. Parce que vous savez, les grandes écoles d'ingénieurs, on peut y avoir accès que par des concours. Et donc, il faut préparer les enfants à pouvoir compétir à l'international. Et c'est la mission, en fait, des classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc, pour que tout cela puisse marcher, c'est comme je le disais, il fallait une catégorie précise d'enseignants qui puissent effectivement encadrer ces enfants-là. Donc, la vision à long terme, c'est de pouvoir doter notre pays donc, de cadres bien formés dans le domaine des sciences, de l'ingénierie, et qui peuvent attirer soit les investisseurs parce que déjà la ressource humaine est là, ou qui sont capables de s'auto-employer comme la vision aujourd'hui de l'éducation tend à le démontrer. Alors, pour appartenir à ces écoles d'excellence-là, quelles sont les conditions? Alors, pour entrer dans les lycées scientifiques, le premier critère en tout cas, c'est les résultats au BPC. Nous prenons les meilleurs au BPC et les meilleurs sur le plan national. Nous les envoyons dans les deux lycées scientifiques nationaux qui sont avec internat et qui sont l'un à Ouaga et l'autre à Bobo-Dioulasso. Et ensuite, on repart au niveau régional pour faire un classement régional où on reprend les meilleurs que nous envoyons dans les lycées scientifiques régionaux. Okay. Pour les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est un concours, mais pas un concours écrit. Nous lançons justement le recrutement et les étudiants sont invités à déposer leur dossier à un certain nombre de critères et qui nous permettent de choisir également les meilleurs parce qu'ils sont formés dans des conditions assez rigoureuses qui font que, bon, je dirais, c'est presque des robots. Un étudiant normal utiliserait peut-être 2 heures à 3 heures pour résoudre certaines équations, mais avec nos étudiants, donc, si vous les réveillez au milieu de la nuit, en 5 minutes, il a résolu. C'est la crème de la crème. Ce sont des intellectuels, bon, des intellos comme on a l'habitude de dire, qui se retrouvent dans ces lycées scientifiques-là. C'est ça. Maintenant, pour les professeurs agrégés, c'est un concours de la fonction publique. Ok. Ceux qui enseignent ces élèves-là. Voilà, c'est un concours de la fonction publique et à l'issue, donc on retient également les meilleurs pour la formation des professeurs agrégés qui se déroule en 2 ans. Vous avez parlé, je reviens maintenant aux élèves, vous avez parlé des conditions pour intégrer ces établissements d'excellence-là. Pour la moyenne, vous avez dit, vous prenez les premiers des premiers, par exemple au BBC pour les lycées scientifiques. Il faut avoir combien de moyenne en fait? Non, la moyenne dépend de la performance globale des enfants au BPC. Il y a des années où les derniers dans les lycées scientifiques avaient une moyenne de 18,75. Les derniers? Les derniers. Ça veut dire, si vous, par année, vous prenez combien? Alors, pour les lycées scientifiques nationaux, nous avons 2 classes de seconde, dont nous prenons 70 pour Ouaga et 70 pour Bobo, donc ça fait 140.
Ok. Voilà. Donc, par exemple, pour Ouaga, si vous prenez les 70, ça fait 2 classes. Ils seront 35 maximum. 35 sont 35 maximum par classe. Et ça veut dire le dernier des 35 là avec 18. 18,75. 18,75, presque 19. Donc, wow. Justement, généralement, pendant les vacances, on a beaucoup de pression parce que les parents disent nous voulons envoyer nos enfants au lycée scientifique. Oui. Il a eu 16 de moyenne. J'ai dit, bon, la moyenne n'est pas suffisante. Tout dépend donc de la performance globale des enfants au BPC. C'est ça. Parce que donc, il peut y avoir une année où jusqu'au 70e, là, c'est des 19 de moyenne. Donc, le 18 ne passera même pas. Absolument. Ah oui. Parlons maintenant de la formation pratique. Vous avez dit vous êtes dans un cadre rigoureux où vous formez ces élèves-là, de ces lycées d'excellence-là. Et donc, qu'en est-il de la qualité et même de la formation sur place? Oui. En tout cas, on met le maximum de moyens pour assurer la qualité de la formation de ces enfants. Le premier critère de la qualité, je vous l'ai déjà donné, c'est les conditions même dans les classes. Donc, nous avons 35 par élève. Il n'y a pas un en plus. 35 élèves par classe. Par classe. Donc, vous voyez que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et les heures de cours, de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, dans les lycées scientifiques nationaux, ils sont à l'internat. Donc, on met tous les moyens à leur disposition pour qu'ils n'aient que la tête à l'étude. Et ensuite, le deuxième critère de qualité de formation dans ces lycées-là, c'est les enseignants. Comme je le disais, c'est les professeurs agrégés qui sont destinés à enseigner dans ces lycées. Mais en attendant, puisque la première promotion des professeurs agrégés est sortie cette année, nous avons formé une masse. Eux, ils sont à cheval entre professeurs de lycée et professeurs d'université, c'est ça? Non, dans la vision que nous avons, c'est vraiment des généralistes, mais des généralistes de haut niveau qui puissent intervenir donc dans les lycées scientifiques, dans les classes préparatoires, grandes écoles. Ils n'ont pas vocation en fait à enseigner dans l'université. Mais c'est vrai que sous d'autres cieux, il y a d'autres types de plans de carrière pour les professeurs agrégés qui leur permettent effectivement de pouvoir embrasser par la suite une carrière d'enseignant universitaire. D'accord. Donc deuxième critère de qualité, ce sont les enseignants. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Troisièmement, c'est bien entendu le matériel parce que c'est des établissements qui sont équipés de laboratoires. Donc, ils peuvent faire toutes les manipulations scientifiques qu'il faut en matière de physique, chimie ou de SVT, etc. Et l'État fait tout pour mettre à leur disposition donc, les ingrédients nécessaires pour le fonctionnement de ces laboratoires. Ils ont également des bibliothèques donc bien équipées et nous sommes en train de travailler effectivement à développer aussi des ressources numériques parce que dans ces centres-là, on met l'accent beaucoup sur la formation donc par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc tous ces éléments mis ensemble, plus l'encadrement, et je parle donc de la discipline, ça permet donc à ces enfants-là de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Si vous avez suivi ces 2 dernières années, les résultats des lycées scientifiques, nous sommes chaque année à peu près à 98 à 99% de succès au baccalauréat. Est-ce qu'en termes de programme aussi, ils suivent le programme Oui, c'est le programme normal, c'est le programme de la série C, mais en plus du programme de la série C, il y a des matières que nous enseignons là-bas. Comme je le disais, l'objectif étant d'en faire principalement des ingénieurs. Donc vous avez de nouvelles matières qui ne sont pas enseignées ailleurs, telles que la robotique, l'intelligence artificielle, qu'on enseigne dans ces établissements-là. Alors, après en fait, c'est quoi en fait la suite pour ces élèves qui sortent, qui obtiennent le bac dans des établissements scientifiques comme ça? Oui, c'est logiquement les classes préparatoires aux grandes écoles. Ils partent aux classes préparatoires. Okay. Donc, il y en a qui vont à l'université, certains restent avec nous donc pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Et comme je le disais, les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est pas des formations diplômantes, mais c'est des formations pour permettre à l'enfant de pouvoir accéder aux grandes écoles d'ingénieurs. Et ça porte bien parce que quand on regarde les résultats de nos enfants chaque année, nous en envoyons dans toutes les grandes écoles d'ingénieurs à travers le monde. Rien que cette année, par exemple, sur l'ensemble des étudiants qui sont recrutés sur le continent africain, le Burkina Faso a mis à lui seul 18 sur une trentaine. Ah oui. Donc ça veut dire que c'est des formations qui sont très porteuses. Ah oui. Quand on est élève dans les lycées scientifiques comme ça, là, où
est-ce que on gère soi-même sa scolarité ou c'est pris en charge? Non, non, le gouvernement nous accompagne vraiment dans la prise en charge de ces enfants. Ceux qui sont par exemple dans les lycées scientifiques nationaux, ils sont logés à l'internat, ils ont d'office la bourse. Quand vous êtes admis pour un lycée scientifique national, vous êtes d'office boursier. Oui. Voilà. D'accord, donc ce sont les meilleures conditions. Hein. Vous avez parlé d'ingénieurs très souvent pour, la promotion justement des parcours spécifiques ou les classes préparatoires dont vous parlez. Ils sont formés, ils sont ingénieurs en quoi? Oui, les classes préparatoires, on a deux types. La vocation des classes préparatoires, ce n'est pas directement de former les ingénieurs, mais c'est de les préparer à entrer dans les écoles d'ingénieurs. Et l'avantage des classes préparatoires telles que nous les avons au ministère de l'enseignement secondaire, c'est ce qu'on appelle les CPGE classiques. C'est-à-dire que quand l'enfant les fait, il a la possibilité à la sortie d'aller dans différents domaines de l'ingénierat. Alors que comparativement, il y a un autre type de CPGE, c'est ce qu'on appelle les CPGE intégrés, qui sont directement intégrés dans les écoles d'ingénieurs. Et là, quand l'enfant sort, il n'a pas d'autre choix que de suivre en fait la vocation de l'école d'ingénieur où il a fait les classes préparatoires. Donc il n'a plus la possibilité en fait de varier ses choix. Donc tel que nous avons deux filières. Nous avons maths, physique et sciences de l'ingénieur et BCPST, biologie, chimie et sciences des vies et de la terre. MPSI, ils peuvent aller dans tous les domaines. Okay. Vous allez trouver des ingénieurs électromécaniciens, etc. etc. BCPST, c'est un peu aller dans le sens des sciences de l'environnement, des mines, de l'eau, etc., etc. Comme notre pays a vocation à devenir un pays minier, c'est pour préparer justement la masse critique des ingénieurs pour pouvoir apporter la compétence nécessaire à ce pan de développement. Ah oui, donc former au Burkina et servir le Burkina par la suite. Absolument, absolument. Alors, quelles sont vos actions aussi pour vis-à-vis de ces établissements d'excellence pour peut-être améliorer les choses? Comme c'est des établissements d'excellence, le travail gouvernemental consiste à les mettre vraiment dans les meilleures conditions. Donc vous êtes déjà à l'aise. Voilà, et donc et c'est l'occasion en tout cas de remercier les plus hautes autorités de notre pays qui nous accompagnent dans ce sens. Si vous regardez par exemple les lycées scientifiques nationaux ont été totalement rénovés cette année, c'est comme si c'était des établissements flamboyants neufs. Et les établissements régionaux, jusqu'à l'année dernière, nous n'avions pas encore des sites définitifs. Ça veut dire qu'on était encore sur des sites d'emprunt. Mais grâce à la détermination des autorités et à l'accompagnement de la Banque mondiale à travers le PACE, nous avons réussi à doter pratiquement toutes les régions de sites définitifs pour les lycées scientifiques nationaux. Donc c'est des établissements flamands neufs avec tout l'équipement nécessaire en termes de laboratoire, en termes de bibliothèque. Et nous sommes en train de travailler à mettre petit à petit aussi la cantine scolaire pour que ces enfants-là soient vraiment à l'abri de tous les besoins et puissent se concentrer essentiellement donc sur leur raison d'être, c'est-à-dire l'excellence au service de notre pays. Merci beaucoup. Votre ambition ou quelles sont vos perspectives pour ces établissements d'excellence? Je pense que le plus urgent pour nous, c'est de pouvoir donner des sites définitifs à la catégorie des établissements qui n'en ont pas encore. Okay. Je parle par exemple des classes préparatoires aux grandes écoles. Nous sommes sur des sites d'emprunt. Ouaga est aux 2 yeux. Parce qu'on n'a pas encore les infrastructures qu'il faut. Et vous devrez en principe aller au Zenda ou bon, le Zenda, c'est peut-être un autre débat parce que là, je pense que c'est un établissement qui est encore en rénovation. Donc les autorités décideront en son temps de ce qu'ils vont en faire. S'ils veulent en faire un établissement d'excellence, nous, on est prêts en tout cas à prendre les dispositions effectivement pour le faire. Donc c'est vraiment de pouvoir doter les catégories qui n'ont pas encore les infrastructures, notamment donc les CPGE, les centres de préparation à l'agrégation, qui sont sur des sites d'emprunt. Je pense qu'avec l'accompagnement du gouvernement, on va y arriver.
Et ensuite, c'est aussi la diversification des filières. C'est vrai, pour le moment, nous sommes dans le domaine des sciences, des ingénieurs, mais l'excellence n'est pas seulement scientifique. On en a besoin aussi dans d'autres domaines. On peut avoir des excellences, je ne sais pas, dans le domaine des beaux-arts, dans le domaine de la musique, etc. C'est peut-être travailler aussi à avoir ces filières-là pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est seulement les scientifiques. Que les scientifiques que l'État achète. Donc, je pense que là aussi, c'est des perspectives qu'il faut regarder. Et justement, la notion de parcours spécifique va nous permettre d'explorer un peu toutes ces pistes-là pour, en fait, pouvoir avoir le nécessaire en termes de formation, en tout cas pour les Burkinabés, qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur pays. Parce que c'est aujourd'hui plus que jamais que nous avons besoin des compétences pour aider notre pays qui a décidé de prendre en charge sa souveraineté, que l'on puisse vraiment nous-mêmes le faire et ne pas attendre des autres. Monsieur Yimie, moi, je vous attendais aussi sur le nombre. Je pensais que vous allez parler aussi d'accroître aussi le nombre des recrues par an. On a déjà fait pas mal d'efforts dans ce sens. Jusqu'à l'année dernière, nous n'avions qu'une seule classe pour les secondes. Donc, on ne prenait que 35 élèves dans les différents lycées scientifiques. Depuis cette rentrée, nous avons doublé le nombre. Nous avons construit d'autres blocs pédagogiques et tous les lycées scientifiques régionaux peuvent prendre jusqu'à 70. Voilà, donc le nombre s'est accru et nécessairement, et si le besoin se fait sentir, on fera le plaidoyer auprès de qui que ce soit pour que effectivement les offres soient accrues. Oui, qu'on puisse prendre le nombre important aussi, parce qu'il y a d'autres excellents, d'autres élèves excellents en fait qui attendent. Merci beaucoup, nous avons épuisé notre temps d'entretien. Merci à vous, on a fait plus connaissance avec votre direction aujourd'hui. On aura encore d'autres occasions. Merci d'être passé. Merci, c'est à vous le merci. Nous avons besoin de visibilité et merci de nous avoir donné cette visibilité-là. Merci bien. Je rappelle que M. Gaston Yimie est inspecteur de l'enseignement secondaire et directeur du développement des établissements d'excellence et de la promotion des parcours spécifiques. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et on revient. Nous sommes à présent avec un collègue, animateur, présentateur et promoteur d'événements. Il s'agit de Karim Compaoré à l'état civil, dit Koulka. Bonjour Koulka. Bonjour. Bienvenue. Toute belle. Merci beaucoup. Oui. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes promoteur de l'événement Baobab d'Or, mais aujourd'hui vous revenez avec un autre événement. Il s'agit de la nuit des gloires du hip-hop burkinabé. Comment Koulka a eu l'idée en fait de rendre hommage à ceux-là qui ont porté le hip-hop du moins ce burkinabé? Voilà, donc bonjour à tous les téléspectateurs de cette très très belle émission que je suis chaque matin. Merci bien. Et vraiment, vous faites beaucoup pour la culture burkinabé. Ce matin, je suis là pour parler des gloires du hip-hop. Déjà, les gloires du hip-hop, c'est un événement initié pour rendre hommage à ceux-là même qui ont porté très haut le drapeau du hip-hop burkinabé. Quand on sait que le hip-hop est né dans les années 70 au Bronx, dans les États-Unis, et par la suite, c'est dans les années 80 que le hip-hop a atterri en Europe et dans les années 90 également atterri dans le continent africain. Et il y a des gens également qui ont décidé de porter quand même ce mouvement qui n'est pas facile, que beaucoup de gens pensaient que c'était des voyous, c'était des drogués, mais il y a des gens qui ont fermé l'œil pour pouvoir tenir ce mouvement à ce qu'aujourd'hui, quand on parle de la musique burkinabé, on parle du hip-hop, parce que quand on voit même ceux-là même qui remplissent les stades, ce sont les rappeurs aujourd'hui. Et donc ces personnes sont toujours là parmi nous. Et donc en tant que jeunes, nous nous sommes dit pourquoi ne pas mettre une pause pour les dire merci pour le boulot qu'ils ont abattu, pour donner quand même cette image même au hip-hop burkinabé. Et quand on connaît comme un monsieur comme monsieur Gervais Sonda, qui est le DG de Savane TV, également qui a été le premier directeur exécutif, et qui a été le premier animateur hip-hop au Burkina Faso. Ah oui, donc, Mr. P. Oui. Bah, il faut dire ce nom-là. Mr. P, voilà. Mr. P qui a été le premier animateur hip-hop. Donc la jeunesse même ne savent pas
aujourd'hui que c'est ce monsieur qui vraiment s'est battu pour imposer le hip-hop au Burkina Faso. Ah oui. On a des personnes également comme Gérard Ivo Kuala qui organisait des soirées hip-hop. On a également aussi un monsieur comme Mascotte, également aussi avec son émission qui a poussé beaucoup. On a également aussi un gars comme Waipi, Jérémy Ouattara, Bamos B, DJ Mousse, Cherche B, Smokey, Ali Diallo, Tekil, Bézik Soul qui a été le premier rappeur à mettre un album sur le marché des disques dans les années 97. Il y a DJ Alexis également aussi, il y a Rakim Solo Roll du Tab, Moussa Porgo, il y a Exxon, il y a Goss, il y a Nikano, il y a Sadou, il y a Mathurin Subega, il y a Ken. Tous ces noms ont contribué à l'essor du hip-hop aujourd'hui. Et donc, il est temps pour nous quand même de marquer halte pour le dire merci. Alors, Koulka, on remarque que c'est artiste hip-hop, Oui. animateur, Oui. organisateur d'événements. Oui. Pourquoi en fait mélanger tout le monde dans le même panier en fait? Oui, Mettre tout nous le sommes monde dans le même dit aujourd'hui, quand on voit par exemple les noms cités, c'est soit des producteurs, soit des animateurs, soit des comment on appelle ça, des chanteurs promoteurs. aussi. Mais ici, on a retenu Bézik Soul parce que il a été le premier rappeur à mettre un album sur le marché. Donc c'est pour revenir avec l'histoire du hip-hop burkinabé qu'on a initié ça. Et quand on voit également aussi qu'il y a Smoke également aussi, c'est pas son côté rappeur, mais le côté arrangeur avec son studio qui a permis à tant de rappeurs de réaliser leurs rêves. Donc quand on remarque que ce sont que 2 artistes également qui apparaissent dans cette liste. Le reste, ce sont des animateurs, des promoteurs, des producteurs et voilà, raison pour laquelle on a 22 noms. Ah oui, c'est quoi le programme de la soirée concrètement? Le programme de la soirée, c'est un programme très alléchant et ceux-là même qui sont les fans du hip-hop doivent faire le déplacement. On aura en quelque sorte une ambiance de freestyle, c'est-à-dire tous ceux-là même qui aujourd'hui se retrouvent dans leur bureau et qui étaient des rappeurs, chacun va prendre le micro, on aura des instrus et chacun va essayer d'improviser quelque chose. Également, on aura des prestations des rappeurs de l'ancienne génération et de la nouvelle génération. On aura également aussi la soirée de distinction où tous ces noms qu'on a cités doivent être distingués, doivent être dire merci. On aura également aussi des témoignages parce que les témoignages, pourquoi? Parce que la jeunesse ne connaît pas l'histoire du hip-hop burkinabé. Donc il va falloir relater toute l'histoire du hip-hop pour que les gens puissent comprendre que des gens se sont battus pour que le hip-hop soit là où il est actuellement. Ah oui. Oui. La soirée va se passer quand et où? La soirée va se tenir le 22 décembre du côté de l'espace culturel Cœur de Diva de la grande sœur Amity Myria qui se bat beaucoup parce que quand on a une dame comme Amity Myria également, il faut lui rendre hommage parce que elle fait beaucoup pour la culture. Elle a offert à la jeunesse burkinabé un espace culturel dénommé Cœur de Diva situé à Ouaga 2000, juste à côté de l'échangeur de Ouaga 2000 pour tous ceux qui quittent genre par exemple le CIAO. Dès que vous dépassez un peu l'échangeur, regardez juste à votre gauche, il y a le Cœur de Diva là-bas. Donc la soirée se passe là-bas? La soirée se passe Quand là-bas. est-ce? Le dimanche à partir de 16h. On donne le rendez-vous parce que nous voulons que tous les anciens rappeurs, les anciens hip-hopeurs viennent avec réellement des baggy, des casquettes, le style voilà, pour faire rêver encore voilà, toutes ces jeunesses. Parce que quand on récapitule, on sait que dans les années 99, 2001, 2002, il y a ces jeunes-là qui pensaient qu'ils étaient aux États-Unis. Et quand tu les vois, tu vas voir des grosses flottes, des baggy, des maillots, des casquettes à l'envers, avec des chaînes, des bling-bling. Donc nous voulons revivre cette époque-là. Donc le dimanche prochain. Ouais. Donc à l'espace Cœur de Diva à Ouaga 2000, à partir de 16h. Quelles sont les conditions d'accès? Non, il faut être bien habillé, il faut donner le rêve pour être là. L'entrée est libre et gratuite. Ok, merci beaucoup. Le temps est terminé, hein, donc un mot de fin.
Un mot de fin, c'est pour dire déjà pour tous ceux qui veulent quand même des informations, il suffit de nous appeler au 76 55 45 19, soit le 78 71 12 16, 76 55 45 19, soit le 78 71 12 16. Et merci également à toi, merci à tout le personnel de Savane TV. Ça me fait On sera là plaisir. dimanche prochain pour vivre notamment la nuit des gloires du hip-hop. On va marquer une petite pause, le temps de retrouver d'autres invités. Et à présent, nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Bonjour à vous, M. Tapsoba. Bonjour Madame Nkema. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, avec vous, aujourd'hui, on parle de l'arrêt et le stationnement. C'est important de pouvoir bien s'arrêter et stationner, surtout en période de fête. Ah oui, c'est exact. En tout cas, c'est plus que nécessaire de pouvoir stationner ou de s'arrêter dans des endroits quand même où il n'y aura pas d'accident. D'accord. On va passer aux définitions pour qu'on puisse faire la différence entre un arrêt et le stationnement. Oui, alors donc c'est vrai, un arrêt, c'est l'immobilisation momentanée du véhicule, soit pour descendre quelqu'un, prendre quelqu'un, décharger le véhicule ou charger le véhicule. Alors si vous faites un de ces quatre-là, vous êtes en arrêt. Et, ou bien vous avez garé le véhicule, mais vous êtes à côté pour pouvoir le bouger si c'est nécessaire. Par exemple, si vous garez ça devant la porte de quelqu'un, ce n'est pas interdit de garer devant la porte, de s'arrêter devant la porte de quelqu'un. Mais si la personne veut rentrer, il faudrait que vous soyez rapide pour la faire bouger, pour faire bouger votre voiture. En ce moment, quand on s'arrête, le véhicule est éteint ou toujours en marche? Oui. Alors, de nos jours, vous savez, bon, pour un problème d'économie de carburant, on ne peut plus laisser un moteur en marche. Ah, les temps sont durs. Voilà, et en plus, l'insécurité actuelle fait qu'il y a trop de voleurs. Effectivement. Il y a plein de trucs autour, donc on ne peut pas laisser le moteur en marche. On est contraint de l'éteindre avant de descendre du véhicule. Ça, c'est pour l'arrêt. Ouais, là, c'est pour l'arrêt. Maintenant, le stationnement, c'est l'immobilisation prolongée du véhicule, et moteur éteint, vitre fermée et conducteur absent. Voilà, si le conducteur est absent, vous voyez, pour trouver le propriétaire du véhicule, il faut faire un communiqué. Et là, ce n'est pas normal. Là, il ne faut pas garer, il ne faut pas stationner n'importe comment ou n'importe où. D'accord. Moi, je me suis toujours demandé, devant les maquis, là, ils stationnent ou bien ils font des arrêts, ceux-là même? Non, là, c'est un stationnement. Parce que si on veut le propriétaire d'une moto ou d'une voiture, ils sont obligés de rentrer dans la foule et faire un communiqué. Bon, et si ça urge, vous voyez que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, voilà. On va voir aussi au fur et à mesure les images. Oui. Alors, on va parler maintenant de ce qui est interdit, en fait, les types d'arrêts interdits. Voilà. Alors, déjà, ici, c'est un arrêt de bus. C'est un arrêt de bus. Et dans les arrêts de bus, les passages pour piétons, là où les piétons doivent marcher, on ne doit pas être là-bas. Parce qu'on obligerait le piéton à contourner le véhicule et d'aller vers la chaussée, ce qui n'est pas normal. Alors, nous avons aussi les bandes ou pistes cyclables. Là aussi, on ne doit pas stationner là-bas. Hein, voilà. Bon, ici maintenant, il s'agit des stationnements, des bons stationnements. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur une circulation... Alors, on verra alors les bons stationnements. Je propose qu'on continue sur les types d'arrêts interdits. Oui, c'est exact. Donc, les types de stationnement, nous avons donc les bandes cyclables, les pistes cyclables, les passages pour piétons. Oui. Ça, c'est l'exemple de passage pour piétons. Hein. Oui, là, c'est l'exemple de passage pour piétons. Ce qu'on avait vu précédemment, c'est l'arrêt de bus. Voilà, c'est exact. Et alors, ensuite... il y a éventuellement là où les taxis se garent. Voilà. Et lorsqu'on est en présence d'un panneau où on interdit de s'arrêter, n'en parlons pas de stationner, alors là, il faut éviter vraiment de s'arrêter. Voilà. Par exemple, pour le bus, on a vu que sur l'image, il y avait en fait des traits en zigzag comme ça, jaune. Voilà, et pour au Burkina, par exemple, si on doit l'adapter à chez nous, comment on reconnaît
C'est vrai que souvent l'arrêt de bus là, il y a le bus même qui, bon, on fait un dessin, une pancarte. Et Ouais, la logique aurait voulu, au Burkina Faso, si vous faites ça, les analphabètes ne vont pas comprendre. Je veux dire, ceux-là qui n'ont pas été à l'auto-école ne comprendront pas. Mais par contre, ceux qui ont été à l'auto-école savent que les lignes zigzagées jaunes, Oui. c'est l'arrêt de bus. D'accord. Donc, ce qui fait que au Burkina, on est obligé de mettre un panneau. Et le panneau désigne là où le bus doit s'arrêter. Quand je parle de bus, ce n'est pas les autocars. Les autocars n'ont pas le droit de s'arrêter là-bas. Ce ne sont que les autobus seulement qui doivent s'arrêter pour prendre ou bien descendre des passagers. D'accord. Allons au stationnement. Quels sont les types de stationnement aussi conventionnels? Voilà, les types de Autorisés, si stationnement vous voulez. autorisés, bien sûr. Effectivement, il y a 3 types. Il y a donc le stationnement en parallèle. Parallèle, ça veut dire que le véhicule est placé parallèlement à la chaussée. Mais la logique aurait voulu que vous descendez totalement de la chaussée. Et ne soyez pas sur la route, parce que si vous êtes en partie ou totalement sur la route, vous êtes obligé de signaler la partie qui est sur la route là. Sinon, quelqu'un d'autre peut venir le cogner. Alors, donc, il y a aussi le stationnement en épi. Alors, c'est-à-dire se garer de manière oblique. Et vous savez, quand vous avez un véhicule qui est assez long, souvent, en voulant le stationner à d'autres modèles, alors il y a une partie qui sera sur la chaussée. D'accord. Et pour qu'il n'y ait pas une partie sur la chaussée, vous êtes obligé de garer votre véhicule obliquement. Alors, donc Ensuite, ça, ce sont des parkings. Hein, Voilà, autorisés. ici c'est en bataille. Ils sont garés en bataille. Mais seulement, la logique aurait voulu que dans des stationnements publics comme ça, on se gare de façon à on doit rentrer en marche arrière pour ressortir en marche avant. Parce que si vous n'avez pas un éclaireur qui sera là pour vous guider, alors le temps que l'arrière de votre véhicule sorte, vous qui êtes devant, vous ne voyez rien. Alors, et l'arrière en sortant, ça peut buter quelqu'un qui va tomber. dommage. D'accord. Voilà. Ok. Mais sinon, ici, je profite pour dire que c'est une circulation où on peut stationner à droite ou à gauche. D'accord. Voilà. Mais il y a en bataille aussi, ça c'est se garer en face comme nous venons de voir tout de suite, Ok. mais il faut le faire toujours en marche arrière, sauf dans certains endroits où la sécurité est très nécessaire. Par exemple en banque, la logique ne veut pas que vous garez votre véhicule en marche arrière. Vous devez le garer en marche avant. Comme ça, si vous devez sortir, vous faites une marche arrière. Mais de toute façon, il y a un parqueur qui est là peut pour vous guider. guider. Oui. Voilà. D'accord. Ok. Donc, les conditions aussi au type de stationnement non conventionnel qui ne sont pas autorisés. Oui, c'est exact. Alors, il y a donc les stationnements non conventionnels, c'est-à-dire il y a 3 types de stationnement gênant. C'est-à-dire les stationnements gênants, c'est s'arrêter par exemple aux endroits des piétons, si vous vous garez là où les piétons passent, là où les cyclistes doivent passer, là où il y a les bus et autres là. Donc vous allez obliger tous ces usagers à faire un détour. Et en faisant le détour, un accident peut arriver. Alors en ce moment, s'il y a un accident, vous devez garer votre véhicule pour que la police vienne faire le constat. Parce que c'est grâce à vous qu'il y a eu l'accident. Votre véhicule ne doit pas bouger de là où il est. Et vous ne devez même pas accepter qu'il bouge. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Tapsoba. Notre temps est terminé. Oh, On va vraiment, devoir c'est- s'arrêter ici. D'accord. Alors, donc, Aujourd'hui. alors, ce que j'aurais pu peut-être dire en conclusion, tout véhicule en arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de la circulation. C'est-à-dire que si c'est une circulation à droite, à double sens, vous devez vous garer à droite. Tout le monde doit se garer en suivant le sens de la circulation. D'accord. Maintenant, sur une circulation à sens unique, on peut se garer à gauche comme à droite, mais à condition de laisser Le une milieu. voie au milieu, Ok. permettant aux autres véhicules de passer librement. D'accord. Voilà. Maintenant, les circulations donc à sens unique, bon, un mauvais arrêt ou un mauvais stationnement peut créer ou occasionner un accident. Bien sûr. Alors, si ça vous occasionnez un accident,
On ne doit pas vous laisser partir, vous devez rester là pour qu'on vienne faire le constat. Sinon, le policier ou le gendarme ne peut pas savoir que c'est à cause de quelqu'un que vous avez fait ça. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci. Le conseil est passé. Hein. Merci, beaucoup, M. Tapsoba. On dit merci aussi à tous ceux qui nous suivent. Merci à Victoire Auto-École pour notamment cette chronique du jour. On va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui puisque le temps est parti. Bonjour le Faso est terminé pour aujourd'hui. Inch'Allah, on se retrouvera lundi. On dit merci à l'équipe technique de cette semaine. Merci à nous pour Bon Congo, Michael Yameko, à Laura à la production. On dit merci à Nathalie au maquillage. Merci à tous les techniciens en salle de montage, en salle de diffusion et surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Inch'Allah, à lundi.